La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui n'a pas de caméra sur dessus parce qu'elle a bougé. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, un podcast où on va vous parler de bande dessinée. On va vous emmener dans un sombre Moyen-Âge avec Corfino. Vous allez découvrir l'histoire de la vie, le cycle éternel avec Death Reaper. Vous allez suivre le difficile voyage de Shuna avec une bande dessinée d'Hayao Miyazaki. Tiens, il fait de la bande dessinée lui. Et on finira avec les tomes 3 et 4 du Convoyeur qui, franchement, si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes, ne nous écoutez pas en parler parce qu'on va vous pourrir les 2 premiers tomes, on n'a pas le choix. Pour en parler, je suis accompagné de l'équipe qui déchire sa maman, parce qu'ils aiment bien faire ça. Pas la mienne, non. Non, la mienne non plus. Tu D'accord. la laisses tranquille, tu la touches pas. Et donc, nous allons parler d'abord du fils de la maman de Jérôme. Bonjour Jérôme. Yo les gars. De celui de celle de Thierry. Salut Thierry. Salut maman. Et de celui de celle de Mathieu. Salut Mathieu. Bonsoir. Voilà. Ça va les gars, on est bien installés. On est bien on sur le commence moment, un peu là. à la bourre, on a renversé du vin, mais on va bien s'en sortir. Et je pense qu'on peut tout de suite donner le bâton à Jérôme qui m'a l'air totalement prêt, au taquet, comme il ne l'a jamais été. C'est parti. Une nouvelle expression, c'est être prêt comme un freestyle. Ouais. Est-ce Tu vas, que nous, ce soir ça marche? Même pas. tu vas nous parler de Corfino, scénarisé par Giuseppe Zironi, dessiné par Lorenzo Chiavini et colorisé par Valentina Grassini. Chez Paquet pour 17,50 €. Je suis content que ce soit toi qui ai dit les noms des auteurs, comme ça tu as pu mettre la bonne intonation. Donc, comme l'annonce ne le laisse pas entendre, c'est une BD italienne avec 3 auteurs italiens rencontrés à Angoulême l'année dernière qui parlent bien français. Donc voilà, Corfino, c'est un petit bonhomme, on va dire un petit Bilbo, un petit... dans Game of Thrones, comment il s'appelle déjà? Une personne de petite taille, quoi. Ouais, Tyrion. voilà, un petit Tyrion. Qui est C'est un gentil Tyrion pour le coup. un gentil Tyrion, qui est battleur, donc qui fait partie d'une petite troupe de montreurs, en particulier de montreurs d'ours, un ours blanc, et ils se produisent comme ça de ville en ville, de village en village. Et à un moment donné, Corfino, il va rencontrer de façon un petit peu surprenante, inattendue, une jeune demoiselle qui est en grand équipage. On peut la faire cette fois-ci, le train, parce que c'est un train d'équipage quand même. C'est un train d'équipage? Absolument. Non, de bon matin. J'ai rencontré le train. Ah, je pensais que je vais faire le train. Le Corfino, c'est ton voyage. Tu tapes sur les rails, non? Et non, parce que c'est pas. Ouais, mais là, c'est Non, mais vraiment, les gars, mais Vas-y, aucune. reprends. aucune culture. Tais-toi, ça va sonner, parle. Mais non, t'inquiète pas, on meuble. Ça s'appelle meubler. Ça s'appelle meubler. Le temps. Et donc, Corfino va offrir de l'eau à cette jeune demoiselle. Il va la retrouver quelque temps plus tard dans une abbaye. Et il va se douter qu'il se passe quelque chose, il se trame quelque chose. Et en fait, le quelque chose, c'est que malheureusement, elle est poursuivie par des hommes d'armes qui en veulent à sa vie, car elle est enceinte, et ils n'ont absolument pas envie que cette jeune femme accouche. Donc on va vous laisser, c'est assez sombre, on va vous laisser découvrir l'histoire, c'est assez sombre. Surtout sans la lumière de un la conte. lampe. Oui, c'est pas faux. Un conte italien, un conte médiéval. Alors, sa principale qualité est très clairement au-dessus, c'est son dessin, que je trouve absolument magnifique. Alors, on va quand même rappeler le nom du dessinateur, c'est Chiavini, je crois. Oui, Lorenzo Chiavini. Lorenzo Chiavini. Donc, il y a un trait qui est extraordinaire, je trouve, d'une douceur, d'une précision, d'une émotion, voilà, qui est absolument sublime, avec une
Alors, mise en couleur, franchement, je vais être honnête avec vous, j'en sais rien. Est-ce qu'il fait la mise en couleur directe? Non, c'est mise en couleur par Valentina Grassini. Et si tu regardes à la fin, tu as les planches originales en noir et blanc. Quelques planches. All right. Voilà, mais avec une certaine force parce qu'il y a un ancrage qui est très léger. Et ça, moi, j'aime beaucoup quand il y a un ancrage qui est très léger. C'est-à-dire que vous avez pratiquement pas d'ancrage, en fait, un crayon papier brut. Donc ça, c'est assez fort. Un rythme et une mise en page qui est assez lente, assez tendre. Mais un scénario qui est quand même un peu léger. Il y a une ou deux émissions, on chroniquait La Bête de Zidorou et Pierrick, qui l'avait lu, nous disait que voilà, c'était une suite de courses un peu légère dans son scénario. Je ferais un rapprochement un peu Cavalier, mais qui serait un petit peu le même. C'est-à-dire que... Je suis Cavalier. Il a de l'audace ce soir. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire que moi, je me laisse emporter parce que c'est Moyen-Âge, c'est médiéval, c'est beau, c'est... Mais bon, ben voilà, c'est juste beau, en fait. Ceci étant, un très beau travail éditorial de la part de Paquet, avec une très belle couve. Et voilà, ça suffit pas à racheter le scénario, mais c'est très joli. Thierry. Ça fait bien dans une bibliothèque. Je serais moins dur que toi et je dirais même que la simplicité du scénario est pas forcément un mal, parce que c'est bien raconté. Et au final, c'est ça qui est intéressant. Toutes les histoires qu'on te raconte au coin du feu, elles n'ont pas forcément vocation à être exceptionnelles si elles sont bien racontées. Et là, c'est bien raconté, c'est bien dessiné, c'est bien mis en couleur. On plonge totalement dans la petite histoire. C'est une petite histoire. C'est un conte médiéval, comme c'est écrit sur la couverture. Et moi, je me suis totalement laissé prendre par le scénar. Je l'ai lu quasiment d'un trait. Voilà, c'est bien fait, c'est bien raconté. Pour moi, c'est un très chouette moment. Moi, je trouve un peu dur aussi avec le scénario. Attention, ce soir, Mathieu m'a donné carte blanche. Non, pitié, pas carte blanche, Thierry. Koba Lazertov, bienvenue à vous, et par pitié, dites-lui de ne pas utiliser sa carte blanche. Moi, je trouve un peu dur avec le scénario, parce que, certes, les pérégrinations sont simples. Après, il y a une construction en flashback, parce que c'est Corfino qui raconte, et moi, j'ai passé toute la lecture à me dire, est-ce un narrateur fiable ? Est-ce qu'il ne nous ment pas ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit retournement de situation, etc. Donc j'ai passé un bon moment à me poser cette question-là. Et ensuite, je trouve que l'intrigue dans laquelle il se retrouve, cette intrigue c'est difficile de pas trop spoiler, mais bon, de relations interdites, d'enfants, etc. Il y a un petit côté fantastique aussi. Ouais, un petit côté fantastique derrière. Ça marche plutôt pas mal. D'un autre côté, tu te dis, mais là, ça reste une très belle intro, en fait, parce que j'aimerais bien voir la suite des aventures de Corfino. Et à la fin, on va dire, il y a une sorte de... il essaie de te faire un effet du genre « waouh » sans rien te montrer. Et c'est à toi de te dire « tiens, qu'est-ce que je suis censé avoir vu qu'on ne le voit pas ?» qui marche pas mal, qui laisse beaucoup de place à l'imagination, mais qui donne envie de savoir. Et j'aurais bien vu... une suite à ce récit, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à raconter dans cette ambiance-là, et que ça pourrait bien marcher. En tout cas, Corfino est un personnage hyper attachant, je trouve. Oui. Très attachant. Donc, Corfino, de Giuseppe Zironi, Lorenzo Chiavini, Valentina Grassini, chez Paquet, pour 17,50 €. On arrive sur, avec un accent beaucoup moins réussi, Death Reaper, de Fabio Moon et Gabriel Ba, au scénario et au dessin qu'ils se partagent, et ils ont demandé à Dave Stewart de faire la couleur, et comme je le dis à chaque fois, aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté, bien sûr. Voilà. Faut le dire à chaque fois. Oui. Chez Urban pour 28 €. Disons que pour la ref, il faut quand même avoir écouté de la musique dans les années 80, donc ça devient compliqué quand même comme ref. Hein. Il y a un certain temps. Là, j'ai perdu mes lunettes. Il a essayé de tout perdre. Non, mais aujourd'hui, tout tombe en fait. Il n'y a rien qui tient. Thio. Parle pour toi. Non, c'est pas Thio qui... c'est pas toi, c'est Isaac. Sinon, voilà. Mais vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai pas voulu te couper. Non, parce que sinon, regarde, tu sais quoi, je te donne la carte blanche et tu fais la chronique. Vas-y. Non, mais je t'en prie. Alors, donc, chaque jour, des parcours de vie s'achèvent et un homme est chargé de rédiger des articles pour la section nécrologie du journal local. C'est le quotidien totalement banal de Brasse. Et forcément, quand son père est lui-même un illustre écrivain reconnu par l'ensemble de la communauté littéraire, la comparaison est forcément très difficile à soutenir.
surtout quand il souhaite se lancer, lui aussi, dans l'écriture d'un grand roman, mais que bien évidemment, l'angoisse de la page blanche et le fardeau du poids du génie de son papa semblent absolument insurmontables pour lui. Alors, lorsqu'il doit se rendre à un gala afin de célébrer les 40 ans de carrière de son papa, c'est un nouveau message qui le renvoie à ses propres échecs. Il s'en prend plein la face, il n'a pas une folle envie d'y aller. Alors, en panne de cigarette, ça lui donne une belle excuse pour s'échapper. Il se rend au bar le plus proche et il y fait la rencontre du gérant avec lequel il échange quelques mots un peu autour de sujets universels, la paternité, la filiation, etc. Mais lorsque la porte du commerce s'ouvre à nouveau, dans la pénombre, on a droit à quelque chose de beaucoup moins rigolo, beaucoup plus sombre. Et j'ose le dire, il meurt une première fois. Oui, parce que c'est un peu quand même la structure. On peut raconter la structure. Voilà. Alors comme cet album est sorti pour la première fois en 2011, j'ose spoiler un minimum. Pas trop quand même. Évite de trop spoiler parce que le plaisir de la découverte est quand même important dans cet album. Voilà. Donc voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'irai pas plus loin dans le spoil. On est donc sur Day Tripper qui a été récompensé en 2011 par un Eisner Award du meilleur album, donc on est quand même sur une valeur sûre, on va dire. Le titre est clairement une œuvre à part qui se rapproche pas mal du roman graphique par le fond, mais aussi par la forme. C'est en un seul volume donc chez Urban, et les lecteurs auront la chance de découvrir cette œuvre réalisée conjointement par Fabio Moon et Gabriel Ba, qui sont donc deux auteurs brésiliens et qui accessoirement sont des frères jumeaux. Comme leurs deux noms différents ne laissent pas présager de cette chose sur la couverture. Je pense qu'il y en a un, il utilise un pseudo. Tu crois ? Au moins. L'histoire est donc très abordable, nous propose de suivre des moments clés de la vie d'un homme en se posant la célèbre question inhérente aux comics What If, donc et si pour les moins anglophones d'entre vous. On y suit donc Brass, un homme doué pour l'écriture, à différents moments de sa vie. Le personnage est immédiatement attachant, il y a de quoi le rendre sympathique aux yeux des lecteurs entre son complexe vis-à-vis de son papa, qui est un véritable écrivain, et lui qui est simple rédacteur de rubrique Nécro. Les questions existentielles autour de la place de l'amitié, de l'amour dans la vie, mais surtout les interrogations quant à l'acceptation de la mort sont les thèmes de ce récit. Durant les 10 chapitres de Day Tripper, on suit un voyage délicat, onirique, celui d'un rêveur en quête de repères et surtout la signification du vrai bonheur. C'est un petit peu le fil rouge que les deux auteurs vraiment tendent à nous faire explorer. Ils se plaisent à toucher nos âmes en évoquant les mots qui seront assez personnels pour certains, simplement instructifs pour d'autres. La narration est assez subtile, bien construite. Les fins d'épisodes sont un petit peu plus brutales parfois, et elles sont très importantes. Et on y comprend donc ô combien les auteurs encouragent les lecteurs à vivre leur vie absolument pleinement. La mise en scène alterne aussi bien les scènes nerveuses que d'autres plus calmes, permettant à l'émotion d'être bien saisissante. Sans trop en dire pour conserver toute la surprise du récit, sachez que, en tout cas pour moi, vous serez normalement bien touché. La justesse de cet album se retrouve aussi dans les dessins des deux frangins. Leur trait est assez dépaysant, rafraîchissant, bien aéré et permet de bien cristalliser les émotions. Il bénéficie également de l'excellent travail de couleur du non moins musicien Dave Stewart, même si c'est pas lui. Une véritable mise en lumière d'une sensibilité rare. Enfin, pour en profiter au mieux, dans cette réédition, on profite d'une version plus grand format, qui apporte également une lecture plus aérée, ce qui n'est pas négligeable, et on profite des dessins en plus grand format. Mais avec une couverture plus moche. Alors ça, c'est ton avis, moi j'aime bien celle-ci. Day Tripper, c'est le genre de lecture marquante, en tout cas pour moi, de celle que chaque lecteur n'oublie pas et qu'on peut conseiller aux autres de lire et de découvrir. Ajoutons que cette édition bénéficie des recommandations d'un certain Cyril Pedrosa, dont je vous parle que très rarement, donc un de mes auteurs fétiches et grand habitué des albums capables lui aussi de nous bouleverser. Juste pour info, je rappelle que Gabriel Ba est connu parce que c'est le dessinateur de Umbrella Academy, dans un tout autre genre. Je trouve aussi intéressant le fait que les deux auteurs s'alternent. Alors quand on connaît le style de Gabriel Ba sur Umbrella Academy, on voit les moments où c'est lui qui dessine. Ils ont deux styles très différents mais qui se mêlent très intelligemment, où chacun va dessiner toutes les scènes un peu oniriques, c'est plutôt Gabriel Ba qui va les faire, les scènes d'enfance aussi, alors que les scènes qui sont plus ancrées dans le réel, dans le dur, c'est plutôt Fabio Moon. Et ça marche à merveille. Moi j'ai trouvé ça fantastique. Je trouve qu'il y a une intelligence dans la construction qui va avec le format, parce que c'était publié d'abord en fascicule. C'est-à-dire que, tu dis que ça spoil, mais c'est la structure, donc c'est pas vraiment du spoil. Le héros meurt à chaque fin d'épisode à un moment de sa vie différent.
À des En âges gros, différents. Et on a son épitaphe. En gros, c'est « Et si je mourais maintenant, qu'est-ce que je laisserais derrière moi ?» C'est un peu le thème qu'il y a derrière tout ça. Et donc, d'un coup, on commence, je crois qu'il a 32 ans, puis on arrive, il est plus jeune, puis on arrive, il a plus de 40 ans, et ainsi de suite. Et on voyage à travers ces différentes époques, et on arrive à reconstruire le récit, sa vie, et ça permet justement d'éviter d'avoir quelque chose de très linéaire, et qui peut être ennuyeux sur ce genre de récit, et de faire que non seulement c'est super dynamique, mais en plus, c'est touchant, et ça traite de sujets un peu universels, tout en... Plus on avance vers la fin du chapitre, plus on a une tension qui se crée automatiquement parce qu'on sait comment ça va finir. Ça peut être un peu cardiaque parfois. Enfin, moi, j'ai adoré. Thio. En fait, c'est un peu Un jour sans fin, mais sans le côté répétitif du truc. C'est ça. C'est le jour de la marmotte, mais c'est pas la même marmotte. Attendez, parce que du coup, je découvre que je suis à la caméra, mais en fait, quelqu'un a déplacé mon micro tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, regardez. Il est dans le cadre. Dans la caméra fantôme. Ouais, j'étais pas en fait. Ouais, donc c'est Un jour sans fin, mais pas chiant. Alors, moi, quand j'ai découvert le bouquin, j'avais déjà un peu la pression parce qu'il y avait des mecs sur le conducteur, ce truc qu'on lit, là, il y avait que des cœurs, tu vois. Là, tu te dis, bon, est-ce que je vais être le briseur de rêves ? Est-ce que je vais être le mec qui va encenser le truc ? Il faut assumer, hein. Donc, alors, j'ai adoré la narration. Tu peux t'arrêter là. Ah, ok. Laisse-le finir. 1983. C'est ce qui suffira pour le prochain bouquin. Tu te rappelles ? Tu donnes juste la date et ça suffit. Après, oui, c'est vrai. Voilà. J'ai adoré la narration parce que justement, c'est le jour sans fin, mais sans avoir la répétition de I Get You Babe. On a vraiment, en fait, à chaque fois, une nouvelle histoire. Et en fait, on reconstruit toute la vie de Brass par les petits bouts, des tout petits bouts. Mon avis, moi, il était vachement tranché tout le long du bouquin, en fait. J'étais en train de me faire chier comme un rat mort. Même si j'aimais beaucoup le principe de narration, le dessin me convenait vachement, c'était bien. Et en fait, le twist final, le truc à la fin, a fait que d'un coup, j'ai dit « Ouais, en fait, je vais aller dans leur sens. » Tu as pris la batte en alu, ça a fait ping-ping au sol avant que ça frappe. Là, c'est ça, c'est qu'en fait, vraiment, au départ, j'étais en train de me faire chier. Et puis, à la fin, d'un coup, j'ai dit « Waouh !» Voilà. Donc, non, vraiment, une excellente BD. C'est dommage qu'on soit passé... On a attendu si longtemps pour arriver dessus, quoi. Multi-coup de cœur, alors, les gars. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'on ne prend pas que des BD de l'année, en fait. Finalement... Alors, réédition... Non, mais c'est une réédition... Je regardais la réédition octobre 2022. C'est pas si vieux que ça non plus. Non. Par contre, j'ai oublié de donner une information absolument capitale. Il y a quand même 264 pages. J'ai envie de dire, si on avait commencé par là, on aurait mis un coup de cœur tout de suite. Et n'hésitez pas à voir Le jour de la marmotte. C'est quand même un super film. Oui. C'est pas le titre, hein. Ça s'appelle pas Le jour de la marmotte, c'est pas le vrai titre. En anglais, si. C'est Un jour sans fin. Ah oui, Un jour sans fin, non, pardon. Non, c'est Un jour sans fin, Day. Absolument. Ouais, Groundhog Day. Groundhog Day, c'est ça. On l'appelle tous Le jour de la marmotte. Ouais. Parce qu'on utilise le titre américain, nous. Absolument. On respecte, on se le fait à la québécoise. On est grave le en titre VO. américain qu'on traduit littéralement. C'est ça. On est en version ordurière, nous. Si vous aimez nos traductions et nos accents, vous pouvez nous soutenir pleinement sur notre Tipeee, tipeee.com/La Voix des Bulles, pour nous aider à réparer le matériel qu'on essaie de tuer à coups de bouteilles de vin. C'est ça. Pour essayer de réparer pour nous acheter Evelyne des bouteilles de aussi vin. à côté. Pour nous acheter des bouteilles de vin aussi, ça peut être pratique. T'as du meilleur vin, comme ça on le renversera pas. Ouais, c'est ça, on y fera plus attention. C'est ça. En même temps, quand vous buvez du vin de merde, les gars, vous n'êtes pas obligé de le renverser. Hein. On peut le jeter direct. Mais le meilleur soutien que vous pouvez nous donner, c'est bien sûr de parler de nous autour de vous, de dire qu'on est le meilleur podcast BD du monde, même s'il y en a d'autres bien, mais il faut les oublier. Bon, Azertov avait raté l'annonce sur les réseaux. Alors, il n'a pas vu les petites images. Il verra ça au début de la prochaine. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à parler de nous, à nous soutenir. Ça nous fait toujours le plus grand plaisir. N'hésitez pas à nous citer sur les réseaux sociaux. C'est à mon tour. Je vais vous parler du Voyage de Shuna, une bande dessinée de Hayao Miyazaki, au scénario, au dessin et à la couleur. Je me suis senti un petit peu emmerdé sur le coup, parce que ça m'a été vendu comme une bande dessinée. Et quand je l'ai feuilleté, au début, j'ai fait mais c'est quand même presque de l'album illustré. Et puis au bout d'un moment, il y a une bulle qui arrive et je me dis ah ça va, je rentre dans mes principes limite. Il y a une bulle, on y a droit. Voilà, ça peut passer dans la bande dessinée. Donc je suis fan de Miyazaki et pour moi, jusqu'ici, je pensais que le seul manga qu'il avait fait, c'était Nausicaa, qui est une œuvre que je considère comme majeure dans l'histoire du manga. C'est pas exactement le seul à le considérer comme tel. Voilà, mais... voilà. Et j'étais un peu curieux de cette œuvre-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même tout un petit côté explicatif autour de l'œuvre qui nous explique
comment elle a été créée, c'est-à-dire en parallèle de son travail sur Nausicaa et sur la création du film. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de thèmes et de choses qui sont proches, mais en beaucoup moins aboutis, parce c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans l'album, l'album illustré, quoi, au niveau de la construction. On va suivre l'histoire de Shuna qui vit dans un village où il galère parce que les plantes, c'est pas fantastique. Et il tombe sur un étranger qui arrive dans le village, qui est mourant, et qui a sur lui des graines, en disant là, les graines que j'ai sont mortes, mais je sais où on peut trouver celles qui vous permettront de revivre dans de bonnes conditions. Et Shuna décide de partir en voyage pour aller retrouver ses graines dans plein d'endroits inconnus et va se retrouver dans une sorte de monde très glauque, une sorte de médiéval sombre, du post-apo qui a retourné au médiéval, croiser des communautés d'esclavagistes, des thèmes qui sont assez intéressants parce que sont assez peu traités, je trouve, chez Miyazaki dans ses œuvres derrière. Je trouve qu'il y a une dureté qu'on retrouve pas beaucoup, un petit peu dans Mononoke, mais pas dans beaucoup de ses œuvres. Une dureté humaine, c'est-à-dire qu'il y a des méchants, entre guillemets, alors que souvent dans les œuvres de Miyazaki, on pourrait trouver un côté positif à certains des personnages. Ils sont pas tout noirs ou tout blancs. Là, il y en a, tu te dis, alors c'est des méchants, mais c'est leur mode de vie. Enfin, ça prête à confusion. J'ai trouvé donc que c'était une belle histoire, que c'était bien dessiné, que déjà 1984, c'était votre conclusion. 1983. 83, voilà. Faut être précis, monsieur. Oui, ça a très bien vieilli parce que il dessinait déjà bien ce jeune homme. Voilà. C'est un bel ouvrage. Maintenant, il est en couleur aussi, comparé à Nausicaa. C'est un des avantages qu'il a. On voit qu'il maîtrise aussi son travail sur la couleur. Je préfère quand même franchement Nausicaa, où on voit qu'il allait puiser dans cette œuvre qu'il a créée en parallèle beaucoup de thèmes et qui sont beaucoup mieux développés dans Nausicaa, notamment les problématiques de politique, d'écologie, etc. C'est un beau bouquin si on veut quelque chose de court de Miyazaki, parce que Nausicaa, c'est quand même 7 tomes, et qui permet d'aller dans son univers et de voir que même quand il était jeune, même s'il est déjà pas si jeune que ça il y a 40 ans, il faisait déjà de grandes œuvres et que ça reste un artiste à suivre. Mais je dirais que c'est plus pour les complétistes ou pour ceux qui ont des amis fans du cinéma de Miyazaki. C'est un beau cadeau. Qu'est-ce que vous rajouteriez à ça, les amis ? Je suis d'accord avec Azertov. En fait, c'est vrai que le texte même, c'est même pas du dialogue en fait. Oui. C'est juste en fait du texte qui illustre l'histoire en fait de Shuna. Donc oui, en fait, c'est de l'illustration plus que de la BD, quoi. Ou inversement, c'est un mini-roman, c'est une petite nouvelle qui est illustrée. Ouais, on est entre les deux. Mais je crois qu'il y a un format japonais qui... Après, voilà, franchement, ça se lit bien, c'est agréable. Finalement, tu te dis que dans Walking Dead, ils n'ont pas trop inventé de trucs avec les gens qui exploitent les autres dans un monde post-apo, mais... Oui, mais... Mais lui, il l'a fait en 83. Kirkman avait-il lu Peut-être que Kirkman avait lu Le Voyage de Shuna. C'est à lire, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre. C'est joli, hein. Moi, j'ai passé un excellent moment à le lire, mais effectivement, quand tu le lis indépendamment de l'œuvre de Miyazaki, ça a beaucoup moins d'intérêt. C'est au regard du reste de l'œuvre de Miyazaki que ça prend toute sa place et que ça a vraiment une valeur intrinsèque. Ce qui est intéressant, c'est le petit truc que tu as à la fin où justement ils te disent voilà, d'où est-ce que devait l'histoire, donc l'histoire du prince chien, c'est ça. Voilà, où tu racontes l'histoire, en fait, le conte d'origine. Alors, le conte chinois d'ailleurs, pour une fois, en fait, il reste en Chine. Et ouais, voilà. Non, c'est intéressant, mais bon. Tu prends que le conte, en fait, c'est très petit, c'est une toute petite nouvelle qui est bien illustrée, etc. On retrouve plein d'éléments graphiques qui sont réexploités dans tout le reste de l'œuvre de Miyazaki. Sa monture, que ce soit la monture, les vêtements, les petites bestioles noires, enfin, il y a 1 million de petites références que l'on va retrouver par la suite. Et ce qui est intéressant dans la BD, c'est que bien sûr, c'est des planches, donc c'est fixe, mais on imagine tout de suite l'animation en dessin animé qui va pouvoir découler de ce qui est proposé là. Tu vois, toutes les tenues, par exemple, militaires, de combat, tout de suite, tu visualises à quoi vont pouvoir ressembler
bouge, les scènes ouais. d'animation, tu vois. C'est... Après, c'est dans son style. Hein, donc Exactement, mais connais. du coup, ça montre aussi d'où ça part et comment est-ce ils en sont arrivés aux animés et l'air de rien, ô combien ça a pu nous marquer. Parce que si on arrive simplement à regarder une BD qui est vieille, qui est dans les anthologies, dans les trucs, les éléments ancestraux de Miyazaki, c'est que l'air de rien, on a intégré pas mal de ses codes. Il manque 2 éléments qui sont quand même des codes fondateurs de son œuvre. C'est les engins volants et les cochons. Alors, c'est pas faux. Pour les cochons, je te dirais que vu le désert de bouffe dans lequel ils vivent, je pense que le cochon n'aurait pas fait long feu ou l'inverse d'ailleurs. Oui, mais il y en a pas mal dans ces œuvres quand même. Hein. Ouais. Et les engins volants, pourquoi pas. ça aurait pu. Il en met partout. Hein, quand il peut, hein. Ça aurait pu. Mais bon, c'est un peu le principe du voyage. C'est comme les aigles dans Le Seigneur des Anneaux. Si tu les fous dès le démarrage, il n'y a plus d'histoire. Là, c'est un peu pareil. Après, il y a quand même Ça aurait coupé court, Il y a quoi. un truc qui vole. Il y a un truc. Ah oui, il y a un truc qui vole. Enfin, Oui, je veux dire, quand vous dites c'est même, rien oui. de volant, mais Oui, si. c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui. Quand il va à l'ouest, il y a un truc qui vole. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Et Bon. qui du coup permet justement d'expliquer le grain, tout ça. Enfin, bon, voilà. C'est ça. Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, qui est ressorti donc cette année chez Sarbacane. Ça a quand même mis du temps à arriver. C'est assez étonnant. Oui. Pour 25 €. Mais ne serait-ce que pour les informations en plus, ça vaut le coup. Oui, c'est un beau point historique. Le Convoyeur, les tomes 3 et 4, la première, la deuxième partie vraiment du récit, parce qu'on avait vraiment une première partie qui nous posait des bases d'une histoire, et là on est sur la conclusion, scénarisé par Tristan Rouleau, dessiné par Dimitri Armand, et aux couleurs c'est Dimitri Armand, assisté de Lucille Noël, qui est sorti chez Le Lombard pour 15,95 €, mon cher Thio. Alors, messieurs, dames, je vous préviens tout de suite, ça va être un instant spoiler. Je suis obligé pour arriver au tome 3 et 4, de vous révéler des choses qui se sont déroulées dans les tomes 1 et 2, et donc il n'y a plus de secret pour certaines choses. En bref, t'as mal préparé ta chronique. Ah non, je ne peux pas le faire autrement. Là, je suis désolé, Non, t'es c'est pas obligé. possible. Là, T'as mal Donc, préparé ta chronique. Dans le tome 1 et le tome 2, on avait l'impression que le convoyeur, c'était le mec... Alors, tome 1, le convoyeur, c'est le mec à la cool. C'est le justicier, il est là, il t'aide. T'as un souci, il te fait gober un œuf, et franchement, tout ira mieux pour toi. Et en plus, il craint des gains. Et en plus, il craint des gains parce qu'il défonce tout le monde. Tome 2, tu te dis, c'est qui la chasseuse qui est en train de chasser le convoyeur et qui veut le buter? Tome 2, il ne craint pas des gains. Voilà. Puis tome 3, tu te dis, bon, ben, finalement, le convoyeur, putain, peut-être qu'en fait, il n'est pas si cool que ça, quoi. Tu commences à avoir des très gros doutes. À la fin du tome 2, j'avais des doutes, surtout parce que tu te dis qu'il n'y en a pas qu'un. Et donc là, tome 3, tu te dis, oui, donc les convoyeurs, en fait, c'est des vrais méchants. Et donc, on va... Mais qui est le chef des méchants? Qui est le chef des méchants? Ça, c'est une bonne question. Mais déjà, on va s'attarder un petit peu à Minerva, donc, qui est la chasseuse du convoyeur, et les raisons qui font que, justement, elle a décidé de le chasser. Donc, en tome 3, donc, elle commence à chasser donc, notre convoyeur. Finalement, elle va retrouver une partie de ce qu'elle cherche dans l'univers donc dessiné par Dimitri, j'ai plus le prénom, enfin le nom de famille, mais c'est pas grave. Armand, qui dessine, je crois, un super univers un peu post-apo, désuet, crade, à cause justement de la maladie de la rouille. Oui, parce que le métal, le fer rouille. Le fer rouille automatiquement. Et franchement, c'est vraiment, je trouve, assez splendide au niveau du dessin. Et les réponses, en fait, au niveau du scénario, viennent petit à petit. Ça avance et la narration est vraiment très, très cool. Et on va arriver avec ce tome 4, avec justement tout le... on va dire que tout est en place pour le combat final et pour la libération ou la fin tragique du héros. Moi, je trouve que le Convoyeur, c'est vraiment une bonne petite série SF. Peut-être que certains vous diront que c'est pas la série à se taper de cul par terre et qui va marquer les temps immémoriaux et que dans 40 ans, les vieux diront oui, il faut que tu lises Le Convoyeur. J'ai encore une édition originale, je te la passe sous le manteau. Mais Tu la passeras sous le manteau. Tu peux la passer sous le manteau. Peut-être que tu as un lapin sous le manteau aussi. T'as Le Convoyeur sous le manteau ou t'es content de me voir? Mais vraiment, moi je trouve déjà juste ce petit twist du personnage en fait qu'on pensait cool et qu'il n'est pas du tout. Et en fait, ce retournement de situation produit pas mal de choses au niveau du scénario. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais les auteurs nous donnent les réponses avec un dessin qui, je trouve, déchire pas mal. Vraiment une très très bonne BD, ce Convoyeur, et je remercie donc mon vendeur de la BDerie qui a été exceptionnel sur ce coup-là pour me le faire découvrir, parce que vraiment c'est une très très bonne BD. Merci à lui. Il n'est pas là ce soir, mais on pense fort à lui. Moi je suis assez d'accord avec toi. C'est moi le gars qui dit que c'est pas se taper le cul par terre, mais ça reste très réussi. C'est du très bel ouvrage.
Je sais pas si... Et là où j'ai la subtilité, c'est que je sais pas si c'est le truc dont je me souviendrai qui m'aura marqué, mais j'ai passé un très bon moment. Pour une fois, on sent que ça a bien été pensé en épisode et ils ont réussi à se tenir à leur rythme. Parce que vraiment, chaque tome est construit de façon assez nickel. Les retournements de situation sont très bien amenés, ramènent sur des nouvelles situations plutôt intéressantes. Et ça finit de façon plutôt satisfaisante. Voilà. Je vois pas forcément de suite nécessaire dans cet univers. Voilà. Non, j'ai passé un bon moment. C'est ce que j'attends d'une bonne série de SF, quoi. Si. J'ai passé un bon moment, sachant qu'à la base, c'est clairement pas ma cam. J'ai passé un bon moment, j'ai suivi les 4 tomes. Alors ça aussi, ça fait partie des trucs. Généralement, vous me filez les 2 premiers et puis j'arrête en cours de route. Je lis pas la suite. Là, j'ai eu envie de continuer pour voir un peu où ça menait. Donc, non, franchement, c'est pas mal du tout. Et effectivement, le dessin, moi, je suis plutôt fan. L'univers qui est proposé, je suis plutôt fan. Et la mise en page, il y a un vrai travail sur les cases, les explosions, la dynamique, etc. Et il y a une bonne alternance entre les phases calmes et les phases dynamiques. Et il faudrait qu'on s'arrête, il faut qu'on recommence l'émission. Oui, je suis en train de répondre. Randall est arrivé, donc le monde s'arrête. D'ailleurs, l'archiviste est parti aussi, donc il faut qu'il revienne, on recommence tout. Bon, on va recommencer sans l'archiviste, du coup. Ouais, mais mince. Ou alors, Randall, il y aura le replay. Ah ouais. C'est pour ça que ça s'appelle un podcast, en fait. Malin. Malin. Le lynx. Qui va sortir la carte blanche contre Randall? Mais voilà. Ça nous est arrivé une fois de refaire une émission en entier, Thio. C'était au tout départ. C'était au tout départ, il fallait appuyer 2 fois Deux sur fois sur appuyer. H4, faut appuyer 2 fois sur le H4N pour qu'elle enregistre. Voilà, donc Le Convoyeur, Tristan Rouleau, Dimitri Armand, Lucille Noël, Le Lombard, 15,95 €. Une belle série de SF qui fonctionne très très bien. Il faudrait qu'ils les sortent en intégrale pour qu'il y ait suffisamment de pages d'un coup, quoi. Je me demande presque si c'est pas vaut mieux pas les lire petit à petit et avoir ce côté. Pour le coup, ça marche très bien. Je trouve ce côté feuilletonnant. Oui. Ouais. Non, les deux, non, tout est. Ben, en fait, si, parce que justement, ça te laisse le temps, tu vois, de te dire, ouais, le convoyeur, c'est le mec à la cool. Puis non, en fait, il est pas à la cool. Non, en fait, c'est elle qui est bien. Puis en fait, non, elle est pas. Enfin, voilà, non, c'est bien. Tu me passes le gazeux, s'il te plaît? Je peux le faire. Merci. Un œil sûr. Ah bah, il m'a pas sorti la bonne image, c'était saleté. Franchement, il Convoyeur. fait aucun effort. Pourquoi il me garde le convoyeur alors que... Parce que l'archiviste n'est pas là. Sur autre chose, normalement. Voilà, on est là-dessus, quoi, bordel. Je vais vous parler de Mr. and Mrs. Smith. Alors, vous connaissez sans doute l'origine de Mr. and Mrs. Smith. Bah oui, la série le avec couple. Scott Bakula et Maria Bello, qui est sortie en 96. Non. Et si, c'est ça l'origine, Non. qui a été ensuite réadaptée au cinéma, un peu plus tard, par Brad Pitt et Angelina Jolie, qui ont recréé, qui ont créé le couple, quoi. Alors non, ils n'étaient pas en couple déjà au départ du film. Oui, je sais. Non. Ils se sont mis en couple Pendant le film. pendant le film. C'est ça. Voilà. Et du coup, il a quitté Jennifer Aniston. À force de faire des trucs chelous sur des commodes dans l'entrée, j'ai envie de te dire. Oui, mais ça, c'est de l'acting, monsieur. Donc, Mr. and Mrs. Smith, Professionnel jusqu'au bout. c'est un projet Jusqu'au bout. de Donald Glover et Francesca Sloane. Donald Glover, on le connaît parce que c'est un acteur qu'on a découvert dans Community, mais qu'on a aussi pu voir dans Solo, dans Spider-Man, dans plein de trucs, parce que c'est aussi un gros geek, je pense, derrière. Mais qui a aussi fait une série qui s'appelle Atlanta, qui a été, que j'ai commencé à regarder, que j'ai pas vu en entier, mais qui a été énormément appréciée par la critique, et qui là se lance dans quelque chose, on se dit, bah, ça va être de la comédie d'action. Et bah, pas du tout. C'est spécifié comme ça. Hein, De quoi, dans le descriptif Amazon. Ouais, bah, c'est pas du tout de la comédie d'action. C'est pas très comédie. Hein. Non, on est vraiment dans... non, mais en gros, en gros, on a 2 personnages qui se font embaucher comme espions en acceptant d'abandonner tout ce qu'il y a derrière eux pour travailler pour une organisation dont on ne saura rien. Si, elle s'appelle l'organisation. Ouais, l'organisation. Et qui vont découvrir que ils sont mariés. Et que maintenant ils s'appellent John et Jane Smith et qui vont vivre ensemble, mais ils se connaissent pas. Ils se découvrent et ils doivent faire comme s'ils étaient mariés. Et le couple va de facto se créer, ils vont vraiment créer une relation entre eux, mais vu les missions à niveau haut risque, parce qu'ils ont choisi le niveau haut risque, ils auraient pu prendre le très haut risque, mais ils ont choisi que haut risque. Mais ils aimeraient bien passer au très haut risque. Vu ce qu'ils ont choisi, il y a beaucoup de tensions, et bizarrement, on a une histoire de couple en accéléré, où il se passe beaucoup de choses, où on retrouve plein de choses qu'on trouve dans une histoire de couple sur le long terme, avec les hauts, les bas, les moments où tout va bien. Et ça marche plutôt bien, c'est plutôt bien construit. Il y a quelques scènes d'action, mais pas tant que ça, en fait. Ils jouent beaucoup plus sur le dialogue, la relation entre les 2 personnages. Ça coûte moins cher, surtout. Les phases d'action sont off.
C'est-à-dire que tu as le avant, tu as le après, et Oui. de temps en temps, tu as une scène d'action. Bah, c'est pour ça que Non, je il dis y, ça en a- coûte... il y en a une qui est off. Mais ça coûte moins Il y en cher. a une. Ah ouais, la tuerie de masse, là. Ouais, il y en a une qui est off, mais celle, je trouve que justement ça marche bien que celle-là soit off. Après, non, t'as la petite scène au lac de Côme qui déchire. C'est quand même la grosse scène d'action Tu sur as- 5 épisodes ou 6 Oh épisodes. quoi. non, dans le truc au ski, pas mal aussi. Ouais, tu vois la fin, tu le retrouves d'ailleurs en sang congelé dans la neige, tu comprends même pas pourquoi. Tu vois un peu les Oui, signes, donc quoi. c'est bien Bon. une série cheap, ils ont pas de budget, ils font pas de cascade, quoi. Ils Ah. n'ont pas de budget action là. Bah clairement. voilà, mais Bah, faut moi, le j'ai dire, trouvé que faut le franchement dire. ça marchait très Rémi très bien. Julien n'était pas dispo, alors j'ai pas vu le dernier il est épisode, mort. il me reste un C'est pour épisode ça. à voir. Il me reste un épisode à voir. Et franchement, j'ai passé un très bon moment et je trouve que c'est une réinterprétation de cette histoire qui est intéressante et qui est bien menée. Je sais pas comment ça finit, je sais pas si une seconde saison aurait du sens, je ne sais pas s'il pourrait, en changeant de John ou de Jane, ou en changeant les deux, pour raconter différemment avec d'autres acteurs. Oui, parce qu'ils rencontrent d'autres John et d'autres Jen, et ils font une bouffe ensemble entre collègues. Ils se font bien niquer. Et il y a surtout du guest savoureux. Il y a que du guest. Que du guest. Ils se font un plaisir Au lac de sur les Com, guests. c'est un petit bonheur. Ouais. Franchement, le coup, leur première mission d'infiltration avec John Torturo est pas mal aussi. Ouais. Enfin voilà, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte de voir la fin. J'ai pas eu le temps parce que j'avais une émission à faire. Mais toi, j'ai vu jusqu'au bout, toi Non, il m'en manque encore. Je me suis arrêté à la fin du lac de Com. D'accord. Ah non, ça continue de façon plutôt intéressante. Puis leur relation commence à avoir un peu des difficultés. Donc, Mr. and Mrs. Smith, sur Prime Video, c'est disponible. Et c'est créé par Donald Glover, qui joue dans la série, Francesca Sloane, qui ne joue pas dedans. C'est Maya Erskine qui joue Jane Smith. Et ben voilà. On est arrivé. Elle est chiante comme meuf de couple, elle d'ailleurs. hein. Oui, il est chiant aussi, lui. Non, mais lui, il est chiant parce que psychorigide. Elle est chiante parce que ultra psychorigide et rien ne la satisfait jamais. Ça C'est-à-dire, change, S'il fait un truc, elle est pas contente. S'il fait pas, elle est pas contente. Ouais, En mais bref, elle est contente que quand il baise. hein. Lac de Com, tu commences à avoir une... Et quand il fait à bouffer. Alors, en fait, vous savez quoi, je crois toute qu'on s'en histoire balèque, connue, en on fait. va pas en parler, mais Voilà, je veux dire, les gens se feront leur avis. Commencez pas déjà à être en conseiller de couple, quoi. Passe-moi le festif. Ouais, voilà, passe le fasti pour faire passer. Ah, il est loin, il est dur à choper. Donc, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour ceux qui nous suivent en live pour enregistrer la prochaine émission. On se retrouve dans une semaine pour ceux qui nous suivent en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux sous le nom La Voix des Bulles ou One Eye Pied. Thio est sur Instagram, sur la galerie de Mathieu, où il Ouais. nous montre de temps en temps des dessins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Non Ça fait 10 jours. 10 jours, ouais. Ouais, excuse-moi, je fais des tableaux, donc là, c'est un Ah peu... ouais, non, franchement, tu traînes un peu. Hein. Et Guillaume est pas là, mais parce qu'il passe son temps dans sa librairie, la BDerie. Et Isaac, il a tout ce qu'il fait qui est disponible en ligne, mais que pour lui. c'est ça. Et Jérôme, il est sur ActuBD quand même aussi, hein, de temps en temps. Il travaille un peu pour ActuBD. Sur ce, je crois qu'il est grand temps de se dire au revoir, de se dire à très bientôt, et on se retrouve très vite pour plein de super chroniques BD qui déchirent, parce qu'on aime faire des chroniques BD qui déchirent. Ciao, Et pas ciao. que les mamans. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Au revoir, les mamans. Oh, la chemise is back. Il a fini de lire une BD. Oui, Il est allé au chiottes. un vrai professionnel, quoi. Il est allé écrire sa chronique. Ah, vous savez que le micro, c'est ouvert, en fait. C'est comme ça. C'est normal. On appelle la note de l'auteur. Je dirais que... Ouais, un peu.